Bon les amis, déjà 2 semaines sont passées depuis les élections législatives. Alors il est temps de faire un premier bilan des 15 jours qui se sont écoulés. Je veux commencer par renouveler mes remerciements aux électrices, aux électeurs de la première circonscription du Nord qui m'ont permis d'être réélu avec un score de 65,24% face à la candidate d'Emmanuel Macron. Ce sont des scores impressionnants. À Lille, 68,43%, à Los, 61,68% et à Faches-Tuménil, 58%. C'est une victoire collective, une victoire populaire issue d'une belle campagne et on n'a pas l'intention de s'arrêter, on a plein d'idées de ce qu'il convient de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, ici dans la première circonscription. À l'échelle du pays maintenant, il y a d'abord une déception, c'est clair, nous n'atteignons pas l'objectif que nous nous étions fixés, celui d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale et donc de gouverner le pays avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. C'est une déception. Mais dans la déception, il y a un point d'appui très fort, c'est l'émergence et l'arrivée en masse des députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui constituent la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est un point d'appui pour la suite, d'autant plus dans une Assemblée où, vous le savez, grâce à vos votes, Emmanuel Macron, le président de la République réélu, n'a pas la majorité absolue, n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'un président élu au mois d'avril n'a pas la majorité absolue au mois de juin et perd autant de députés. Il en a perdu plus de 150. La dernière fois, en 2017, sur la seule étiquette de La République En Marche, son parti, sans ses alliés, il arrivait à avoir une majorité absolue. Cette fois, même avec tous ses alliés, qui forment le grand groupe, vous savez, ensemble, et bien même avec tous ces alliés, ils n'ont pas la majorité absolue. C'est une situation inédite, c'est une défaite, un échec cuisant pour le président de la République, qui vient confirmer ce que vous savez et que nous disons depuis longtemps. C'est que, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a encore raconté il y a quelques jours dans son allocution télévisuelle, où il commence en vous disant « Françaises, Français, le 24 avril dernier, vous m'avez élu sur un projet clair. » Là est, j'allais dire, l'erreur, mais en réalité Emmanuel Macron sait que ça n'est pas le cas, donc ça n'est pas une erreur, c'est un mensonge. Il dit qu'il a été élu sur son projet. Or, vous savez comme moi que le 24 avril dernier, ce qu'il s'est passé, c'est que beaucoup de Françaises et de Français ont d'abord et avant tout utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron, non pas par enthousiasme pour son programme, pour son projet. Ils ne sont pas allés voter pour la retraite à 65 ans, par exemple, alors qu'ils sont une grande majorité à être opposés à la réforme des retraites. Ils y sont allés pour éviter l'accession de l'extrême droite, décidément meilleur allié d'Emmanuel Macron, au pouvoir. Et donc le véritable résultat de la politique d'Emmanuel Macron et du soutien dont il dispose dans le pays, ce n'est pas le résultat du 24 avril et de l'élection présidentielle, c'est le résultat du 19 juin et des élections législatives où il a perdu, où il n'a pas une majorité absolue, contrairement à ce qu'il aurait pensé. Alors dans ce contexte nouveau, certains ont dit ça va être ingouvernable, l'Assemblée va être bloquée. En réalité, ça participe d'une reparlementarisation de la vie politique qui est tout à fait positive. Contrairement au quinquennat précédent où l'exécutif, M. Macron, son gouvernement avait toute puissance et où l'Assemblée était très affaiblie, était une chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République où une armée de députés macronistes presse-bouton appuyés en cadence pour faire ce que l'Élysée décidait, eh bien cette ère est terminée et désormais c'est le Parlement qui est fort et l'exécutif qui est affaibli. Et c'est bien parce que le Parlement, c'est le cœur battant de la vie démocratique de ce pays. Il y a 577 députés élus, ils sont donc légitimes et ils peuvent prendre aussi l'initiative parlementaire, faire des propositions de loi que l'exécutif pourrait tout à fait appliquer. Donc c'est une situation neuve. Emmanuel Macron, dans ce contexte, a reçu les différents représentants des partis politiques en état d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale pour, c'est comme ça que les choses ont été annoncées, tenter de trouver une coalition. On a même parlé pendant un temps d'union nationale, alors que ce terme est quand même très connoté, correspond à des périodes de l'histoire où il s'agissait de se rassembler face à ceux qui prétendaient détruire. Et en réalité, là, c'est autre chose qui se joue. Ce n'est pas la République qui est en danger, c'est le macronisme qui l'est. Et nous autres, les élus d'opposition, ceux de la nouvelle Union populaire écologique et sociale,
n'avons pas été élus pour accompagner, aider Emmanuel Macron dans son projet auquel il ne renonce toujours pas. Nous n'avons pas entendu qu'Emmanuel Macron a l'intention de reculer sur la retraite à 65 ans. Nous n'avons pas entendu qu'Emmanuel Macron avait l'intention de reculer, par exemple, sur l'affirmation qu'il a faite à la Commission européenne d'un retour aux 3% de déficit d'ici à la fin du quinquennat, ce qui veut dire des économies, que dis-je, une austérité considérable avec des coupes attendues dans nos services publics qui sont déjà à bout de souffle. Bref, il n'a pas renoncé à son projet et nous ne sommes pas là pour l'aider à y arriver, ni pour, avec lui, envisager quelques combines qui lui permettraient d'avoir une majorité tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite et qui petit à petit lui permettrait d'avancer pour ce projet-là. La vérité, c'est que ce projet n'a pas de base sociale, n'a pas de majorité dans le pays. Il n'y a pas de majorité dans ce pays pour appliquer 5 années de plus le programme de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique d'Emmanuel Macron. Alors, il a fait ces différentes consultations et c'est moi qui ai été chargé d'aller le rencontrer à l'Élysée pour la France Insoumise. Donc j'ai eu 1 heure d'échange avec le président de la République. Il savait qu'il recevait un opposant, un adversaire politique. On s'est parlé assez franchement. Je lui ai dit d'abord qu'il était inenvisageable pour nous de participer d'aucune façon à un arrangement avec lui. D'abord parce que tout ça serait complètement incohérent, ne correspondrait à aucune réalité. Nous avons été élus sur un programme de rupture, celui qui est le programme partagé de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et précisément notre volonté, ça n'est pas de gouverner avec lui pour appliquer son programme, mais de le remplacer, de former un autre gouvernement pour appliquer une toute autre politique. Ensuite, j'ai concentré l'essentiel de mon propos sur la question de l'urgence sociale parce que c'est le cœur de l'actualité et du moment. Les gens sont pris à la gorge, les Français souffrent. Nous sommes la 6e puissance économique du monde, il y a beaucoup d'argent au sommet. Vous avez vu les profits records, les dividendes des actionnaires qui ont progressé de 84% l'année dernière et ça continue. Vous avez vu que des grandes multinationales comme Total réalisent des bénéfices jamais réalisés de toute l'histoire de l'industrie de ce pays et rien qu'au premier trimestre de l'année 2022, 5 milliards de bénéfices. Et que les milliardaires de ce pays ont triplé leur fortune en un quinquennat, celui d'Emmanuel Macron, et que dans le même temps, vous avez eu 400 000 personnes de plus sous le seuil de pauvreté, des gens qui ne parviennent pas à boucler leur fin de mois, pour qui désormais le carburant à la pompe est à des prix tellement considérables que tous les budgets sont fragilisés dans les familles, dans les ménages, qui doivent parfois renoncer, tantôt à l'alimentation, à des loisirs, pour pouvoir se déplacer. Bref, j'ai insisté là-dessus. J'ai dit à M. Macron, ça ne peut plus continuer. Il ne peut pas y avoir d'un côté la foire aux dividendes et aux profits pour quelques très riches, et puis de l'autre, la grande masse des gens qui, y compris lorsqu'ils travaillent, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Voilà. Les gens qui bossent, les gens qui travaillent, doivent pouvoir vivre correctement et non pas survivre des revenus de leur travail. Et les gens qui sont hors l'emploi ne doivent pas non plus être dans des situations de pauvreté telles qu'on les connaît. Personne ne devrait, dans un grand pays comme la France, compte tenu de l'argent qui est produit dans ce pays, eh bien personne ne devrait vivre sous le seuil de pauvreté. La réalité crue, c'est qu'aujourd'hui, 5 milliardaires en France possèdent autant, à eux 5, que 27 millions de Français. Donc j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et Emmanuel Macron m'a demandé si d'aventure il reprenait à son compte quelques-unes des propositions de la nouvelle Union populaire, ça et là, dans son programme, dans son projet pour les mois à venir, est-ce que nous pourrions le voter? Mais il est aussi le champion pour saupoudrer et faire plaisir un petit peu à tout le monde dans ses projets de loi, mais vous faire avaler dans la globalité des choses que vous refusez, qui sont insuffisantes. Donc il n'y a pas de blanc-seing à lui donner dans ce genre de dispositif. Avant de voter et d'établir nos positions de vote sur les textes, nous demandons à voir les textes et à pouvoir regarder véritablement ce qui s'y trouve, voire éventuellement ce qui s'y cache. Et donc j'ai choisi de renverser la vapeur en quelque sorte et de lui dire « Mais monsieur Macron, vous n'avez pas compris. Ce qui est en train de se passer, c'est exactement l'inverse du quinquennat précédent que vous avez connu. Votre premier quinquennat est terminé et désormais c'est vous qui êtes faible et le Parlement qui est fort. Et donc c'est à moi de vous demander si par exemple, quand nous allons dans quelques jours, puisque nous allons le faire, proposer une loi d'urgence sociale avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans laquelle nous allons mettre par exemple le SMIC à 1 500 €, le blocage des prix des produits de première nécessité, le fait que personne ne vive sous le seuil de pauvreté et la garantie jeune à 1 063 € par mois,
la revalorisation des fonctionnaires et le dégel du point d'indice. Est-ce que tout ça, vous et votre majorité, vous accepteriez, majorité toute relative, de le discuter, voire de le voter? Il m'a dit oui, on va regarder, il faut qu'on travaille ensemble, etc. Et d'ailleurs, c'est beaucoup le discours qui nous est chanté depuis 15 jours. Hein. Ça n'a jamais été le cas pendant les 5 années précédentes, où tout se décidait en catimini dans les conseils de défense, mais désormais, la lecture que font les macronistes de la nouvelle situation et du résultat des courses du 19 juin, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent les Français ont voté et nous ont dit qu'ils voulaient qu'on travaille ensemble. Bah non, pas exactement. Les Français, ils ont d'abord et avant tout dit qu'ils ne voulaient pas 5 années de plus des pleins pouvoirs pour Emmanuel Macron. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient qu'on s'acoquine et qu'on combine ensemble. Comme nous sommes d'accord, mais quand nous sommes en désaccord, nous sommes en désaccord. Et en ce moment, clairement, nous avons beaucoup de raisons de l'être en désaccord. Et nous ne voyons pas qu'Emmanuel Macron procède au bouger nécessaire sur son programme qui nous permettrait d'envisager autre chose qu'une relation normale entre une majorité et son opposition parlementaire. Ensuite, j'ai insisté auprès d'Emmanuel Macron sur l'urgence qu'il y a à l'hôpital. Et vous le savez, nos services hospitaliers sont en grande difficulté. Vous avez plus de 120 services d'urgence qui soit sont fermés ou en passe de l'être. Il y a eu 17 000 lits fermés à l'hôpital public dans les 5 années qui viennent de s'écouler. Et vous voyez qu'en plus, on a l'épidémie de Covid qui n'a pas disparu loin de là, qui est même en train d'être en pleine résurgence, avec des services hospitaliers qui, alors que la vague démarre, sont déjà en état de difficulté. Et donc j'ai dit à Emmanuel Macron, vous devez mettre le paquet là-dessus. Arrêtez de mégoter, faites ce qu'il faut pour faire revenir les 180 000 personnels soignants qui ont quitté le système de santé ces dernières années, avec un plan de recrutement, d'attractivité par la hausse des salaires, réintégrer par exemple celles et ceux qui ont été éjectés avec le pass sanitaire. C'était totalement absurde parce qu'on a laissé des gens travailler avec le Covid positif, mais on a envoyé des gens à la maison, on les a renvoyés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, alors qu'ils n'avaient peut-être pas le Covid d'ailleurs. Tout ça était irresponsable. On a besoin de monde pour soulager le personnel de l'hôpital public et faire face à des événements comme ceux qu'on va connaître avec le Covid, mais plus globalement pour réparer nos services publics, au premier desquels celui de la santé. Et puis la dernière chose, c'est que j'ai dit à Emmanuel Macron que désormais il fallait que la Première ministre, Elisabeth Borne, se soumette à un vote de confiance des parlementaires à l'Assemblée. C'est ce que nous disons avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Parce que Madame Borne, Première ministre, qui a été nommée avant les élections législatives, eh bien en quelque sorte, elle doit tirer des conséquences du résultat de l'élection et de la défaite de la Macronie lors de ces élections. D'ailleurs, elle l'a fait puisqu'elle a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusée en la mandatant pour établir un nouveau gouvernement et procéder à un remaniement. Et donc, maintenant c'est prévu, c'est le 6 juillet, mercredi prochain, qu'Elisabeth Borne va venir devant l'Assemblée nationale procéder à un discours de politique générale. Traditionnellement, même s'il n'y a pas de règles, mais traditionnellement, à l'issue de ce discours de politique générale, le ou la Première ministre, ici la Première ministre en l'occurrence, sollicite un vote de confiance des parlementaires. Si elle a la confiance, eh bien elle continue. Si elle n'a pas la confiance, eh bien elle démissionne, elle tombe et le gouvernement doit changer. Et il se trouve qu'a priori, les infos dont nous disposons, c'est que Elisabeth Borne n'aurait vraisemblablement pas l'intention de se soumettre à ce vote de confiance. Eh bien, nous disons que ça n'est pas possible. Elle doit se soumettre à ce vote de confiance, qui plus est après le résultat des courses des élections législatives. Sinon, gouverner serait un fait hors sol, le seul fait du prince, et ça n'est pas acceptable. Si d'aventure elle ne le faisait pas, eh bien nous serions en état, nous autres, les groupes d'opposition, compte tenu de ce que nous pesons, de déposer ce que l'on appelle une motion de censure, c'est-à-dire un vote sur le gouvernement et sa feuille de route des oppositions qui pourrait avoir le même effet que le vote de confiance. Si une majorité de députés vote la motion de censure, eh bien le gouvernement tombe exactement de la même manière que si le vote de confiance ne lui était pas acquis. Voilà, c'est juste des pratiques démocratiques normales. Alors nous espérons que Madame Borne sera au rendez-vous et qu'elle sollicitera le vote de confiance des parlementaires ce mercredi 6 juillet. Bon, je vous le disais, l'événement très positif de cette séquence, c'est l'arrivée de 150 députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle a été rendue possible par le score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, 22%, l'initiative qu'avec lui nous avons prise
de rassembler les différentes composantes de ce bloc populaire autour d'un programme partagé de gouvernement et de nous présenter partout dans toutes les circonscriptions du pays avec ce programme et des candidatures uniques et communes. C'est donc un résultat qui est spectaculaire puisque nous sommes la première force d'opposition à l'Assemblée nationale avec près de 150 députés. Il y en a 75 dans le groupe France Insoumise, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, 27 dans le groupe socialiste, membre de l'intergroupe de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, 23 dans le groupe écologiste NUP et 22 dans le groupe GDR, c'est le groupe où il y a les communistes et leurs alliés ultramarins, 22 députés donc pour ce groupe qui est aussi membre de la Nouvelle Union Populaire. Oui, nous avons des réalités différentes, des identités politiques différentes. C'est d'ailleurs pour cela qu'on s'était accordé sur l'idée qu'il pourrait y avoir différents groupes à l'Assemblée. C'est le scénario qu'ont préféré nos partenaires. Il y a donc différents groupes, mais tous ont dans leur nom la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Et puis surtout, nous fonctionnons quasiment comme un seul groupe puisque nous avons constitué l'intergroupe parlementaire de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale qui, comme un groupe parlementaire, se réunit chaque semaine et travaille en commun autour des initiatives parlementaires face au projet du gouvernement et donc travaille ensemble. Pour ce qui est de la France Insoumise, je vous invite à aller voir, mais d'ailleurs c'est valable pour les autres groupes, mais spécialement pour celui-ci puisque c'est celui auquel j'appartiens, je vous invite à aller voir les portraits des 74 autres députés qui composent ce groupe. Je vous rappelle que la dernière fois on n'était que 17, donc là ça nous change et il y a beaucoup de femmes et d'hommes très talentueux, de grande qualité, qui ont des parcours et des profils très divers, assez spectaculaires, qui rejoignent cette Assemblée nationale. Et c'est une grande fierté d'avoir la possibilité de siéger à leur côté et de les accueillir à l'Assemblée nationale, comme nous l'avons fait avec celles et ceux qui étaient déjà présents lors du mandat précédent. Nous avons donc installé ce groupe France Insoumise, Nouvelle Union Populaire à l'Assemblée et nous avons réélu à l'unanimité ma camarade Mathilde Panot comme notre présidente du groupe France Insoumise NUP à l'Assemblée. Et donc nous avons commencé avec nos partenaires de la Nouvelle Union Populaire à prendre des initiatives. Par exemple, vous avez vu que la semaine dernière, la Cour suprême des États-Unis a remis en cause le droit à l'avortement, le droit à l'IVG, permettant à des États de l'interdire, ce qui fait qu'à peu près la moitié des États des États-Unis d'Amérique sont en passe d'interdire l'IVG. C'est donc un affront considérable qui est fait contre le droit des femmes à disposer de leur corps. Et vous savez que pour la France Insoumise, ça fait longtemps que nous disons que ce droit doit être protégé et que nous portons dans le programme de Jean-Luc Mélenchon dès 2017 l'idée d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement pour que ce droit fondamental des femmes à disposer de leur corps ne puisse pas être remis en cause au gré d'éventuelles alternances politiques. Et en 2019, nous avions déposé une loi dans le cadre de nos niches parlementaires pour inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG et à l'époque, les macronistes nous l'avaient refusé en disant qu'il n'y avait pas de sujet, que ça ne méritait pas d'en parler. Et puis là que la Cour suprême américaine a fait ce qu'elle a fait, eh bien nous avons remis le sujet sur la table et les macronistes se sont empressés de dire oui, il faut le faire, il faut l'inscrire dans la Constitution. Ils ont donc changé d'avis, c'est une bonne chose. Nous avons déposé une proposition de loi de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, l'ensemble de l'intergroupe, et nous proposons que cette loi soit co-signée par l'ensemble des députés qui le souhaiteraient, parce que nous pensons que c'est un droit fondamental qu'il faut protéger. De la même manière, je l'ai dit, nous avons travaillé sur un projet d'urgence sociale que nous allons présenter dans les prochains jours. Nous avons donc déjà pris l'initiative et puis surtout nous avons créé les conditions pour la semaine qui vient de s'écouler d'avoir des candidatures communes à toutes les fonctions qui sont les fonctions traditionnelles du bureau de l'Assemblée nationale où en quelque sorte eh bien, on décide dans la première semaine d'installation de qui fait quoi. Alors il y a la présidence de l'Assemblée, il y a les vice-présidences, les secrétaires. Et il y a pareil pour les commissions, eh bien la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, les 4 groupes que nous sommes mis d'accord pour avoir partout des candidatures communes dans ces différentes fonctions qui sont celles de l'Assemblée nationale. Donc à partir de mardi dernier, c'était l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Tout ça peut paraître très peu politique, puisqu'en réalité il s'agit de répartir les différentes fonctions de l'Assemblée entre les différents groupes qui la constituent. Mais la vérité, c'est que ce à quoi nous avons assisté est au contraire extrêmement politique et participe d'un franchissement de seuil assez grave. Je m'explique. Mardi matin,
la présidente de notre groupe, Mathilde Panot, avec les différents présidents des différents groupes de l'Assemblée nationale, se réunissait avec les autres groupes pour décider de ces questions. La veille, il y avait eu l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Et nous avions, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, une candidature commune, celle de Fathia Kelwa-Hachi, qui est une élue socialiste de Seine-Saint-Denis au Perchoir. Vous avez vu ce qui s'est produit, c'est Madame Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de la commission des lois, celle qui est restée seulement 36 jours ministre des Outre-mer, dont elle avait dit que ce portefeuille était absolument le meilleur et qu'elle voulait s'y consacrer. Elle s'y sera donc consacrée à peine 36 jours. Quand on sait la situation des Outre-mer, la réaction là-bas a été évidemment assez difficile, c'était difficilement acceptable. Cette femme a donc été élue présidente de l'Assemblée nationale. C'est finalement pour bon service rendu à Emmanuel Macron. Je rappelle que Yaël Braun-Pivet, c'est notamment celle qui est à la tête de la commission des lois dont elle a été présidente ces 5 dernières années dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui avait torpillé la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Voilà par exemple quelques-uns des éléments qu'elle a à son crédit. Donc clairement, c'est pour bon service rendu à Emmanuel Macron qu'elle est à cette place au perchoir de l'Assemblée nationale. Et déjà, lors de l'élection de la présidence de l'Assemblée, eh bien, on a vu la coalition, la grande coalition entre La République En Marche, bon, Renaissance, la droite et surtout l'extrême droite. Car lors du vote pour la présidence, on a observé qu'au deuxième tour, le candidat du Rassemblement national, Sébastien Chenu, s'est retiré pour faciliter, en quelque sorte, accélérer plus exactement, l'élection de la présidente Yaël Braun-Pivet de La République En Marche. Alors on s'est dit, bon, est-ce qu'ils ont scellé un accord? Est-ce qu'il va y avoir un renvoi d'ascenseur? Eh bien, on a eu le résultat le lendemain et on a vérifié qu'en effet, il y avait bien un accord. Puisque le lendemain matin, Mathilde Panot nous représente dans la conférence des présidents et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, élue la veille, fait une proposition de répartition des différentes fonctions au sein de l'Assemblée nationale. Et cette première copie qui était présentée, cette première proposition était inacceptable pour la raison qu'elle ne tenait absolument pas compte des nouvelles réalités issues de l'élection du 19 juin. Emmanuel Macron, je l'ai dit, n'a plus la majorité absolue. Il n'y a donc pas de raison que son groupe dispose, par exemple, de la majorité absolue à la questure de l'Assemblée nationale, qui est un des étages, disons, dans lesquels il y a des fonctions à se répartir et qui est sans doute le plus important. Or, c'est ce qu'il revendiquait. 2 questeurs sur 3, le 3e étant accordé à un candidat Les Républicains, Éric Ciotti. Et donc nous avons insisté parce que pour ce qui est de la Nouvelle Union populaire et de la France insoumise, nous revendiquions la fonction de questeur pour Bastien Lachaud, notre candidat. Et malgré des discussions assez longues, eh bien, cette idée nous a absolument été refusée. Par conséquent, nous sommes allés au vote et nous avons décidé que l'après-midi, eh bien, ce serait par scrutin qu'on déciderait de ces fonctions. Et c'est là qu'on a vu apparaître cette grande coalition contre la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. D'abord, dans le vote pour les vice-présidences, puisque La République En Marche, les macronistes, se sont organisés pour obtenir par le vote la feuille de route qui leur avait été refusée le matin dans la discussion à laquelle participait Mathilde Panot. Et ainsi, ils ont donné consigne à leurs députés de voter, donc d'utiliser un bulletin de vote, hein, ça ressemble à un scrutin comme lorsque vous allez voter aux élections. Il y a des bureaux qui sont installés à l'extérieur de l'hémicycle et on vote avec des bulletins de vote qu'on dépose dans une urne à la file indienne. Et donc ils ont appelé leurs députés, les députés macronistes, à voter pour les candidats à la vice-présidence du Rassemblement national, donc de l'extrême droite. C'est ainsi que vous avez 2 vice-présidences de l'Assemblée nationale qui sont d'extrême droite, et alors que l'extrême droite a 89 sièges dans l'Assemblée, qui sont élus avec, je crois, quelque chose comme 290 voix, parce que tous les autres se sont mis à voter pour eux. C'est un franchissement de seuil considérable. Ça n'est pas la même chose de s'accorder sur une bonne répartition des postes que d'appeler à voter pour et de créer les conditions par le scrutin que les 2 vice-présidences de l'Assemblée soient octroyées au Rassemblement national. Nous aurons donc, grâce à cet accord entre La République En Marche et le Rassemblement national, eh bien, des séances de l'Assemblée qui seront présidées par l'extrême droite. Et on a déjà vu ce que ça donnait dans un temps extrêmement court, puisque vous avez vu que le doyen d'âge qu'est Rassemblement national, dans son discours de démarrage, avant même le vote de la présidence de l'Assemblée,
alors qu'on pouvait penser qu'il allait faire un discours très policé, nous a sorti tout ce que vous avez pu voir sur la nostalgie de l'Algérie française, avant d'aller dire dans les couloirs de l'Assemblée aux caméras et aux micros qui lui étaient tendus qu'il ne savait pas et n'avait pas à dire si l'OAS avait commis des crimes ou pas. Bref, on voit bien la tonalité et ce que pourrait donner une présidence de l'Assemblée assurée par le Rassemblement national. Et puis après, pour le poste de questeur, eh bien, on les a carrément vus faire un bulletin de vote commun entre La République En Marche et la droite d'Éric Ciotti. Ils étaient sur le même bulletin de vote. Vous aviez donc leur bulletin de vote et à côté, celui de Bastien Lachaud, candidat de la Nouvelle Union Populaire à la questure. Donc, si vous voulez, ce qui s'est produit mardi à l'Assemblée, c'est clairement l'accord qui est apparu entre la Macronie et l'extrême droite. Et cela participe et peut être lu politiquement. Évidemment que l'ère néolibérale qu'incarne Emmanuel Macron, elle est en déclin. C'est le bazar partout, ça ne marche pas leur affaire. Mais ils prospèrent parce que l'extrême droite, en opposition de confort, eh bien, est prête à leur venir en soutien. C'est ce qui s'est produit à l'Assemblée cette semaine et nous jugeons que c'est assez grave. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu que le scénario se reproduise le lendemain lors de la décision de l'élection du président de la Commission des Finances, mais vous avez vu que sur ce coup-là, c'est nous qui avons gagné puisque Éric Coquerel, mon camarade qui était le candidat de la Nouvelle Union Populaire, a été élu à la tête de la Commission des Finances, qui est un poste traditionnellement réservé à l'opposition. Il va donc pouvoir avoir la main, notamment en amont des discussions budgétaires sur le budget de l'État, et pouvoir en discuter et créer les conditions de cette discussion. Mais il a aussi un pouvoir, sans pouvoir le divulguer publiquement, de lever le secret fiscal et éventuellement de saisir les autorités judiciaires pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous sommes donc très satisfaits qu'Éric Coquerel, qui est un grand bosseur à la Commission des Finances de l'Assemblée, ait ce poste pour la Nouvelle Union Populaire et qui confirme donc que la Nouvelle Union Populaire est la première opposition à l'Assemblée. Bon, maintenant et pour terminer, je vous parle de la chose qui est sans doute la plus importante. C'est la hausse des prix et l'épidémie de travailleurs pauvres et la situation extrêmement difficile qu'elle impose à beaucoup d'entre vous. Et comment Emmanuel Macron compte s'y prendre et comment nous allons nous y prendre et comment nous nous y prendrions si nous étions en situation de gouverner ce pays. D'abord, que se passe-t-il? Les prix montent de manière considérable. C'est une inflation extrêmement forte et ça va continuer. Et par ailleurs, les salaires, eux, n'augmentent pas en conséquence. Et donc, vous avez une inflation qui vient grignoter les salaires et les revenus. C'est le cas de beaucoup de produits de première nécessité. Le plus spectaculaire d'entre eux, c'est le carburant, avec plus de 2 € à la pompe, et parfois des pleins d'essence qu'on paye plus de 100 €, et donc des gens qui doivent choisir, et parfois faire des arbitrages entre pouvoir se déplacer ou pouvoir faire d'autres dépenses. Alors, face à ça, il y a plusieurs solutions. D'abord, il y a la solution d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une solution qui vise à ne rien faire pour empêcher l'inflation à la source, à prendre acte de l'inflation et à faire, disons, des effets d'annonce et d'affichage pour essayer de faire quelques gestes et de partager quelques miettes avec les Français. Je répète, et c'est largement partagé, que l'inflation, la hausse des prix, contrairement à ce qui est raconté, n'est pas le fait de la guerre en Ukraine, qui peut bien sûr aggraver le phénomène, mais tout le monde a bien vu que les prix avaient commencé à monter bien avant la guerre en Ukraine, et que par exemple, s'agissant du blé, pour lequel la question ukrainienne est importante, on est en train de fabriquer aujourd'hui des pâtes avec les stocks de blé de l'année dernière, avant que la guerre en Ukraine éclate. Il n'y a donc pas de lien direct entre la guerre en Ukraine et la hausse des prix. C'est autre chose. La hausse des prix est d'abord le fait d'une spéculation, des effets de marché et du fait que des grands groupes, des multinationales, décident de se gaver littéralement de profits, de bénéfices, de dividendes sur le dos des consommateurs, des usagers, des clients. Voilà la situation que nous avons sous les yeux. Et face à ça, le gouvernement n'a pas l'intention, en tout cas ce n'est pas du tout ce qu'ils affichent, de finalement régler le problème à la base en jugulant les conditions de l'inflation, en empêchant ces effets de spéculation sur le marché. C'est ce que nous pourrions faire en procédant au blocage des prix. Le blocage des prix, ça n'est pas comme le proposent d'autres. Par exemple, on entend parler parfois de la baisse de la TVA, etc. sur les prix. Mais le blocage des prix, c'est de dire non, c'est pas au trésor public ou à l'État de garantir la rente privée, c'est aux fournisseurs et à ceux qui se gavent actuellement, eh bien, d'avoir les efforts à faire eux et de constater qu'on ne peut pas continuer avec des niveaux de bénéfices et de dividendes records
quand une grande masse des Français souffre. Et bien ça, Emmanuel Macron ne veut pas le faire. Alors là, il nous prépare un projet pour le pouvoir d'achat qui est attendu pour dans quelques jours. Il va nous être présenté. Et que voit-on? Eh bien, on voit des petits chèques qui, tantôt de 100 €, revalorisés de 50 € de plus si vous avez des enfants, pour, nous dit-on, quelques millions de ménages, mais pas tous, qui sont toujours insuffisants, pour venir vous soulager temporairement. Mais tout le monde voit bien que ces chèques sont strictement insuffisants face à l'inflation galopante qui se poursuit et qui continue. Puis il y a d'autres entourloupes. Par exemple, Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique, qui vient expliquer qu'on va revaloriser de 3,5% les fonctionnaires de ce pays. C'est-à-dire en réalité une revalorisation qui est inférieure à l'inflation, alors que les fonctionnaires de ce pays ont connu le gel du point d'indice depuis plus de 20 ans et perdu 20 points de pouvoir d'achat en 20 années. Nous, ce que nous voulons faire véritablement, c'est dégeler le point d'indice des fonctionnaires et procéder à une augmentation de 10% qui, elle, serait à la hauteur et bien plus importante pour vraiment faire face à l'inflation. Et de la même manière, vous avez vu aussi cette annonce incroyable de Bruno Le Maire qui a été expliqué que le gouvernement, en bon prince, va geler la hausse des loyers. Il vous fait donc un cadeau, il gèle la hausse des loyers à 3,5%. Mais une autre manière de le dire, c'est qu'en réalité, ils acceptent, ils prennent acte du fait que les loyers vont augmenter de 3,5%. Ils auraient pu décider de bloquer l'indice des prix qui permet le calcul des loyers, donc de bloquer le prix des loyers et bien évidemment de compenser pour les organismes HLM qu'on a besoin. Non, le gouvernement ne fait pas ça. Ils assument que les loyers vont pouvoir augmenter de 3,5% en plus de toutes les autres augmentations d'énergie, d'alimentation que les Françaises et les Français connaissent déjà. C'est un choix qui est aussi très idéologique de décider, d'assumer que les loyers vont continuer à augmenter. Parce qu'évidemment, souvent quand vous payez votre loyer, c'est avec vos revenus, avec votre salaire. Et donc c'est un transfert des revenus du travail vers des revenus de rente qui sont les revenus des propriétaires. Et ce qui nous a été dit par Amélie de Montchalin, l'idée que finalement il y aurait plein de petits propriétaires qui seraient extrêmement dépendants du paiement de leur loyer. Bien sûr, ça existe, mais la vérité c'est que 3,5% des ménages de ce pays, une toute petite minorité, possèdent la moitié du parc immobilier. Donc c'est absolument un choix idéologique que de considérer qu'on va laisser les loyers augmenter et donc les Françaises et les Français devoir en assumer le coût. Voilà ce qui pour l'instant nous est proposé dans le projet de loi pouvoir d'achat qui est envisagé par le gouvernement. Eh bien nous voulons faire tout autre chose, je l'ai dit. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous allons, dès la semaine prochaine, présenter cette loi d'urgence sociale avec le SMIC à 1 500 €, l'écart des salaires de 1 à 20, le blocage des prix, la garantie d'autonomie jeune. Et tout ça, on peut le faire dès lors que l'on assume la nécessité de partager précisément ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas faire. Et vous l'aurez remarqué, ce que Marine Le Pen ne propose pas non plus. Vous ne l'entendez pas mettre en cause les profits de Total et des grands actionnaires de ce pays. Bref, la seule opposition à l'Assemblée nationale qui se préoccupe véritablement de la volonté populaire et veut faire payer celles et ceux qui se gavent, eh bien, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi à mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt.